Comme vous venez de le voir, c'est le moment de suivre le journal en langue française, dont voici d'abord les titres. Coupure répétitive de courant électrique au quartier 5, c'est en zone Ngagara, tout près du bureau postal de cette zone. Les habitants de cette localité s'inquiètent de cette situation et demandent à la Régie des eaux de trouver une solution durable à ce problème. Dans la rubrique santé, la soutien des USAID via l'USAID pour le Burundi est passé de 8 millions à 15 millions de dollars américains. Toutefois, le manque de données fiables est l'un des défis à l'éradication du paludisme au Burundi, annonce de Dr Louise Maran, conseiller au sein du programme de lutte contre le paludisme à l'USAID. C'était ce jeudi dans une conférence de presse. Plus de détails, c'est dans quelques secondes. Page éducation pour débuter ce journal. Plus de 1500 personnels fugitifs ont été recensés au sein du ministère de l'Éducation et une équipe technique se rendra ce lundi dans différentes provinces pour les dernières vérifications pour la suite, pour procéder à leur remplacement. Cela a été dit ce jeudi par le ministre de l'Éducation. C'était lors de la présentation des réalisations du premier semestre de l'exercice budgétaire 2023-2024. François Abdelmana a précisé aussi que des mesures de redressement seront prises aux directeurs des écoles qui ont eu 0 réussite dans l'examen d'État édition 2023. Concernant le développement des infrastructures d'accueil et leurs équipements, 4648 bancs pupitres ont été octroyés aux écoles. 49 salles informatiques à raison d'une salle par commune dotée d'au moins 15 ordinateurs chacune ont été mises en place. 11 laboratoires de biologie-chimie ont été équipés dans les écoles post-fondamentales. Dans le cadre de l'amélioration des indicateurs scolaires et plus particulièrement pour réduire les abandons scolaires, 407 322 écoliers des écoles fondamentales ont été rationnés à travers la cantine scolaire. Aussi, 2912 enseignants ont été recrutés pour alléger la souffrance des écoles en personnel enseignant. Les travaux relatifs au recensement du personnel du ministère ont continué pour assurer une gestion rationnelle du personnel. Au total, 1503 personnes présumées fictives ont été identifiées. À ce titre, une équipe technique se rendra ce lundi dans différentes provinces pour les dernières vérifications en vue de procéder ensuite à leur remplacement. Notons que certaines écoles, tant générales que techniques, ont eu 0 réussite à l'examen d'État. Des mesures de redressement vont être prises à l'endroit de ces écoles pour que dans l'avenir, elles puissent améliorer leur taux de réussite. S'il s'avère que la responsabilité incombe à la direction de l'école, nous n'allons pas hésiter à la remplacer. Le Burundi présente plusieurs opportunités pour pouvoir réaliser effectivement le programme de logements sociaux propos de Fabrice Manirakiza, opérateur privé et en même temps développeur. Fabrice Manirakiza donne l'exemple de la main-d'œuvre et de certains matériaux de construction. Toutefois, il justifie que les taux d'intérêt exigés par les banques commerciales restent élevés et appelle le gouvernement à la politique de réduction de ces intérêts.
Au Burundi, il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir réaliser le programme des logements sociaux. Parmi les avantages se trouve une main-d'œuvre parce qu'un bon nombre de la population est sans emploi. Il faut aussi noter la disponibilité de certains matériaux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'aménagement des logements sociaux. Ce qui compte beaucoup, c'est plutôt la confiance. Dans la réalisation de ce genre de projet au Burundi, le défi majeur reste le taux d'intérêt élevé au niveau des banques commerciales. Comparativement aux autres pays, le taux d'intérêt est très élevé au Burundi. Imaginez, contracter un crédit à un taux d'intérêt de 15%, alors qu'ailleurs, il se situe entre 2 et 3%. Cela constitue déjà un problème. L'autre chose, c'est le manque de coopération entre les secteurs publics et privés. Qu'on donne plus de valeur aux développeurs. Je demanderai au gouvernement burundais d'établir alors cette coopération entre le public et le privé, puis rendre disponibles les terrains à bâtir et rester dans la logique de savoir que dans ces projets, le gouvernement doit rester contrôleur ou surveillant au lieu d'être maître d'œuvre. En plus, le gouvernement doit faire un pas pour faciliter les bénéficiaires de ces logements sociaux, pas tout simplement nous les entrepreneurs privés, mais aussi les bénéficiaires directs, le conducteur de vélo y compris, à qui on veut qu'il profite de ces maisons. S'il gagne par exemple la maison à un taux de 15%, il lui sera difficile dans le paiement. Si on planifie alors la réduction des taux d'intérêt qui sont exigés respectivement par les banques commerciales, on sera alors en train de faciliter tout le monde, y compris le conducteur de vélo, lui aussi qui doit être bénéficiaire de ce programme de logements sociaux. Toujours dans cette même rubrique, toute construction urbaine initiée par l'État devrait être planifiée. Un suivi, évaluation s'impose selon un schéma directeur. Un clin d'œil d'un ancien ministre des Travaux publics qui fait savoir qu'avec les habitations à logement moyen, l'État gagne doublement. Suivez-le. Le pays gagne doublement sur la politique de logement social. L'État gagne d'abord en termes de confiance pour les gens qui ont des moyens limités. Parce que tout le monde a droit au chapitre de construction, que ce soit les gens nantis ou moyennement nantis, et même des gens à revenus, je dirais, modestes. La deuxième chose que le gouvernement gagne, c'est la gestion de l'espace, une gestion rationnelle, parce que construire les logements sociaux suppose construire en hauteur. L'État devrait faire très attention quand il prend une décision. D'abord, cette décision doit être pensée. Ensuite, on doit passer à la planification et on doit passer à la compétition à travers le marché public. Les compétiteurs peuvent venir du moment qu'on fait appel à eux, mais après avoir préalablement planifié, organisé, identifié le site pour qu'il soit construit dans la suite. L'appel aux bailleurs pour la construction, c'est une étape qui doit suivre. Il faut que les choses aillent selon la planification dans l'espace et dans le temps. Quand vous annoncez par exemple qu'il y aura construction de 2 logements et qu'on n'envoie pas un seul qui est achevé, c'est la perte de confiance. Maintenant, s'il y a des gens qui se sont enregistrés, qu'est-ce que vous voulez que ces gens pensent? Tout simplement, c'est une perte de confiance envers ceux qui ont annoncé une telle décision, une telle politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ces espaces sont constructibles? Est-ce que ce sont des espaces prêts à accueillir des logements sociaux, des constructions à hauteur? Donc, il y a toute une série de questions, des préalables, par exemple. Si c'est un terrain qui appartient au tiers, il faut, ça c'est la loi, c'est pas moi qui le dis, une indemnisation juste, préalable et équitable. Page santé à présent, l'insuffisance des organisations locales qui interviennent dans la sensibilisation de lutte contre le paludisme et le manque des données fiables font défi à l'éradication du paludisme au Burundi. Propos de Dr Louise Maran, conseiller au sein du programme de lutte contre le paludisme à l'agence des USA pour le développement international. C'était ce jeudi dans une conférence de presse. Il propose le travail en synergie des organisations œuvrant dans ce secteur. Le soutien des USA via l'USAID a été majoré cette année en 2024 et passant de 8 à 15 millions de dollars américains. Suivez-la.
La première barrière, c'est la faible présence des évidences pour prendre les décisions. On a besoin de données de recherche, d'études qui nous montrent qu'est-ce qu'il faut faire, comment prendre les décisions. Parce qu'on ne peut pas prendre les décisions à l'aveugle. Il nous faut des données factuelles. Par exemple, quand on fait la surveillance entomologique, on regarde les moustiques, comment ils se comportent. Parce que les moustiques ont un comportement. Ils piquent à l'intérieur. On regarde comment les insecticides qu'on utilise peuvent les tuer ou comment ils peuvent échapper aux insecticides qu'on utilise actuellement. Donc, avec ces études qu'on fait et les données qu'on a eues depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça nous a permis d'introduire 3 types de moustiquaires dans le pays à cause de la résistance aux insecticides qui existent dans la moustiquaire. Parce qu'on utilise par exemple les moustiquaires standards, il y a des insecticides qui sont différents des moustiquaires qu'on appelle PBio, des moustiquaires qu'on appelle Dual Active Ingredient. Donc vous voyez peut-être les moustiquaires sont les mêmes, mais nous on sait que ici, ce type de moustiquaire, même si tout est bleu ou tout est blanc, ce type de moustiquaire va dans tel district. Ce type de moustiquaire va dans tel district à cause des données qu'on a sur la résistance. Deuxièmement, on a la connaissance de la population. Quand la population pense que c'est en mangeant les mangues ou en étant sous le soleil qu'on a le paludisme, ça c'est une fausse conception. Donc on doit changer la conception de la population. Et le rapprochement des soins vers la population à travers les agents de santé communautaire qui aussi ont besoin d'être formés, d'être outillés. Ça aussi, ça constitue une barrière. Nous avons commencé, mais ce n'est pas encore bien effectif. Il y a aussi l'engagement des organisations locales. Parce que quand vous voyez les organisations locales pour la lutte contre le VIH-Sida, il y en a beaucoup. Mais les organisations locales pour la lutte contre le paludisme, il n'y en a pas assez. Donc, on doit engager les organisations locales dans la lutte contre le paludisme. Page société à présent, certains parmi les habitants du quartier 5 de la zone Ngagara, tout près du bureau postal de cette zone, se plaignent des coupures incessantes d'électricité et comme conséquence, cela endommage les appareils électroménagers. Ils demandent à la Régie des eaux de trouver une solution durable à ce problème. Suivez-les. Nous avons opté de ne plus vendre les produits qui nécessitent d'être conservés dans des réfrigérateurs. À titre d'exemple, nous ne pouvons pas vendre de lait car on nous donne du courant électrique une fois par semaine. Nous continuons à travailler parce que nous n'avons pas d'autre choix. On se dit que si nous arrivons à payer le loyer, ce serait parfait. Nous ne pouvons pas avancer sans courant électrique. Il y a beaucoup d'articles qu'on aurait aimé vendre, mais comme nous n'avons pas de courant électrique, on ne peut pas le faire. Nous avons un problème de coupure de courant. Cela se passe souvent. Tantôt, le courant électrique vient, tantôt il part. Nous sommes arrivés à un stade où nos frigos chargés de téléphone soient tout le temps endommagés par le courant à cause de la surintensité. Le courant électrique ne nous est pas distribué en quantité suffisante. Cela nous empêche de travailler. Par exemple, moi, je n'arrive pas à cuisiner avec la cuisinière, faute de courant. Je n'arrive plus à dresser la table à temps car je dois tout d'abord aller chercher du charbon. Même les enfants qui reviennent de l'école ne parviennent pas à avoir de quoi mettre sous la dent à temps. Nous demandons qu'ils essaient de faire tout leur possible pour qu'il n'y ait plus ces coupures du courant électrique. Qu'ils essaient d'arranger la situation dans les meilleurs délais. Ils nous auraient aidés vraiment, car nous n'arrivions pas à vaquer à nos occupations. Et sur ce, le ministre en charge de l'énergie a expliqué ce mercredi que ce problème est dû à une panne survenue à la centrale hydroélectrique Lussumo Fars. Ibrahim Ouizeye est invité au Sénat. Il a tranquillisé que les services habilités sont à l'œuvre. D'après lui, il n'y aura plus de problème avec la résolution de cette panne. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.